La dernière élection présidentielle de 2015 a enregistré un taux de participation de 52,86%. Sur 3 millions de nouveaux électeurs attendus lors de l'enrôlement, seulement 306 000 se sont enrôlés, environ 10%. La commune du Plateau, lors des élections municipales de 2018, a enregistré un taux de participation de 22,62%. Sur 66 000 inscrits pour les élections municipales, seuls 15 000 ont pu voter. Quel est le regard des jeunes sur le processus électoral en Côte d'Ivoire? Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas au processus électoral? Comment améliorer la participation des jeunes au processus électoral? Les jeunes et le processus électoral, voici notre thématique de ce jour. Amis jeunes, bonsoir et bienvenue à Expression Jeunes Vacances sur RTI 2. Nous sommes bel et bien dans la commune du Plateau. Dans cette émission, nous aurons la carte postale, le micro-trottoir et la success story. Tout de suite, la carte postale du Plateau. Manhattan Tour de la sous-région ou Petit Paris de l'Afrique de l'Ouest, la commune du Plateau est une presqu'île qui surplombe la lagune Ébriée dans le district d'Abidjan. Le plateau est symbolisé par des gratte-ciels et immeubles aux belles architectures. Ces bâtiments abritant une forte concentration de bureaux, des sièges sociaux d'entreprises, d'administration et de magasins font du Plateau le principal centre d'affaires et le cœur de l'appareil politico-administratif et financier du pays. Situé en plein cœur d'Abidjan, entre les communes de Trècheville, Adjamé et Cocody, le Plateau est bordé par la lagune Ébriée. Plateau constitue la plus petite commune du district d'Abidjan avec une superficie de 2,5 km² et une population d'environ 8000 habitants. L'espace communal est réparti en 18 quartiers. La forte animation que connaît la cité le jour avec plus d'1 million de visiteurs fait place au calme absolu la nuit tombée. Plateau est une déformation de Mprato qui signifie en langue hatchan « terre nue ». C'est d'ailleurs le premier noyau historique de la ville d'Abidjan. Avant l'arrivée des colons et la création de la ville d'Abidjan pendant le XXe siècle, Plateau était un ensemble de petits villages de pêcheurs des Hatchans Bidjan. Le Plateau accueille les premières administrations et logements coloniaux lorsque Abidjan est désigné capitale en 1934. Puis, il devient centre des affaires lors du miracle ivoirien. Aujourd'hui, véritable vitrine de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest africaine, le Plateau accueille, entre autres, les institutions nationales et internationales, les ministères, les grandes banques internationales, les sièges des grandes entreprises, les représentations diplomatiques et de nombreux centres commerciaux. Le Plateau abrite également le Musée des civilisations, la Bibliothèque nationale, la Grande Mosquée d'Abidjan et la Cathédrale Saint-Paul. On y trouve le stade Félix Houphouët-Boigny, l'espace Nelson Mandela et l'emblématique Place de la République. La commune est également le point de connexion par l'entremise des ponts Félix Houphouët-Boigny et Charles de Gaulle, bâtis sur la lagune Ébriée. Jacques-Gabriel Ewo en est l'actuel député-maire. Au plan sécuritaire, le Plateau dispose d'un commissariat de police et d'une police municipale bien équipée. Des parkings ont été aménagés par la municipalité afin de faire face à la question des stationnements qui constitue une plaie dans la cité. Le centre de santé Edmond Basque est la seule structure sanitaire dont dispose la commune du Plateau. Cependant, en termes d'éducation et formation, la commune du Plateau est bien nantie avec de nombreux établissements scolaires, secondaires et supérieurs de renommée. 2 centres de formation technique et professionnelle, dont le centre de formation Sam Guetta, permettent la réinsertion socio-professionnelle des déscolarisés. Cette place est constituée d'un monument. Au centre de ce monument, nous avons la statue d'une dame portant sur la tête des feuilles. Et c'est cette dame-là que les colons ont rencontrée, qui est représentée là. Et c'est cette dame qui est auteure du nom Abidjan. On s'applaudit très très fort, amis jeunes. Vous venez de suivre la carte postale de la commune du Plateau. Notre thématique de ce jour, les jeunes et le processus électoral en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons amis jeunes, un jeune entrepreneur africain, auteur et enseignant à Paris, Monsieur Ibrahima Théo Lam vient nous rejoindre sur ce plateau. Applaudissements. Monsieur Ibrahima Théo Lam, bonsoir. Bonsoir, Serge. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Ça peut s'applaudir public.
Monsieur Théo Lam, nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau d'expression Jeunes Vacances sur RTI 2. On fera donc l'état des lieux par rapport donc à la thématique du jour. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité. À cette occasion, je voudrais d'abord m'exprimer à travers un message d'encouragement et de paix à l'endroit de la communauté ivoirienne d'ici et de la diaspora. Chers amis de la Côte d'Ivoire, chères sœurs, chers frères, vous avez un pays magnifique où plusieurs opportunités s'offrent à qui sait observer son environnement immédiat. Vous vous êtes présenté comme notre leader au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes notre fierté. Vous êtes en train de mettre en place un processus électoral pour choisir votre nouveau président le 31 octobre 2020. Je voudrais vous inviter à un espace de paix, à un environnement de dialogue. Privilégiez plutôt les échanges qui peuvent vous donner une possibilité d'engager ce processus dans le respect de chacun et surtout de faire de sorte que ce pays ne brûle pas. Parce que vous avez subi plusieurs événements. C'est vrai que vous vous êtes relevé sur le plan économique, mais il est temps de cesser toutes ces tragédies et de se mettre dans une situation de privilégier les échanges fructueux. Je voudrais me tourner vers vous. Amis jeunes, dites-moi pourquoi certains jeunes trouvent inutile de se faire enrôler. C'est un rapport social. La famille a une influence, les amis ont une influence, et le vécu du jeune aussi joue pour beaucoup. Une autre réaction dans le public. Nous sommes sans ignorer que depuis des décennies, nous vivons à l'entame du processus électoral des climats de méfiance et de peur, ce qui pousse les jeunes équilibrés à ne pas s'intéresser au processus électoral pour cause des violences qui pourraient en découler. Je pense qu'ici en Côte d'Ivoire, les jeunes ne s'intéressent pas au vote parce qu'ils se disent que aller voter ne va en rien changer sa situation sociale ou encore leurs volontés ne seront pas exécutées. Donc pourquoi aller perdre de l'énergie à se faire enrôler ou encore aller voter? Ça peut s'applaudir. Une dernière réaction. Je dis, le désintérêt des jeunes au processus électoral se situe à deux niveaux. D'un premier temps, c'est de pouvoir se faire enrôler sur le listing électoral. Le mécanisme qui est mis en place par la commission chargée de ce processus-là, pour moi, le processus il est caduc. Et après avoir été inscrit sur le listing électoral, il faut passer au vote. Vous conviendrez avec moi que depuis 2000, les votes sont liés aux violences. Nous sommes sortis des élections de 2010 avec plus de 3000 morts. Donc aujourd'hui, le jeune dans sa tête, pour lui aller aux élections est synonyme de violence. Donc il préfère rester à la maison pour plus de sécurité. Vous avez parlé des élections de 2010, mais il y a eu les élections de 2015. Tout s'est bien passé? Oui, bien effectivement, il y a eu les élections en 2015. Mais vous conviendrez avec moi aussi que les dernières élections locales de 2018, il y a aussi eu des violences. C'est encore gravé dans la mémoire des jeunes. Donc du coup, les jeunes, pour eux, quand on parle d'élections, déjà, on parle de menaces, on parle de violence, on parle de mort. Donc, pour être plus en sécurité, ils préfèrent ne même pas participer à ce processus-là et rester chez eux à la maison. Merci beaucoup. On peut s'applaudir très très fort. Je suis maintenant avec vous, Monsieur Théo Lam. Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à ne pas s'intéresser au processus électoral? À mon niveau, je peux identifier deux contraintes au niveau des jeunes et au niveau de l'organisation du processus électoral. Mais avant d'y arriver et de me prononcer là-dessus, je voudrais juste dire, si je m'en tiens aux différentes déclarations qui ont été présentées aujourd'hui, il est important que les responsables politiques revoient leurs copies et les images qu'ils envoient auprès des jeunes. Maintenant, si on dit que beaucoup de jeunes se désintéressent parce qu'il n'y a aucun avenir promettant, il n'y a pas de visibilité par rapport à leur parcours, il n'y a rien qui se dessine par rapport à leurs ambitions, donc c'est problématique. Maintenant, ces deux niveaux dont je faisais état tout à l'heure, le jeune ne s'engage pas parce qu'il se dit, de toute façon, lorsque je rentre dans la politique ou lorsque je m'intéresse au processus électoral, ça ne change pas. Mais je ne lui donne pas raison parce qu'on ne peut pas admettre d'être dans une communauté et on donne la possibilité à des acteurs qui nous dirigent pendant plus de 30 ans et qu'on ne fait rien. Pour ma part, le jeune doit se responsabiliser et prendre acte en s'impliquant davantage dans le processus électoral à travers son engagement militant. Au deuxième niveau, l'organisation, au niveau même des partis politiques, il n'y a pas de parti politique
bien structuré au niveau de notre espace qui propose aux jeunes une formation continue en ce qui concerne les valeurs du parti, en ce qui concerne l'identité du parti, en ce qui concerne la gouvernance des affaires publiques, en ce qui concerne comment on gère un territoire. Donc le jeune, lorsqu'il adhère à un parti politique, il est laissé aux instruments qui sont disponibles, il est laissé au niveau des aspirations sans aucune visibilité, sans aucune feuille de route. Donc il n'y a pas de formation de base. Non, il n'y a pas de formation de base déjà et le jeune ne s'engage pas parce qu'il y a un contenu. En plus, le parti politique ne joue pas son rôle d'encadreur pour permettre aux jeunes d'être dans un parti, de graver les parcours qu'il faut pour que ce jeune puisse être préparé à être responsable d'une telle ou d'une telle autre structure. Mais quand même, vous me permettrez de préciser que, chers jeunes, si vous attendez qu'on vous donne toutes ces possibilités, vous ne les verrez jamais. Vous voyez ce qui se passe en Afrique. Ceux qui nous dirigent sont là depuis plus de 40 ans et ne bougeront pas. Allez-y, arrachez ce qui est de votre droit, mais il faut le faire avec le dialogue, avec l'intelligence, avec un contenu avéré, avec des échanges fructueux. C'est ce que je pense. Ça peut s'applaudir. Monsieur Théo Lam, que pensez-vous de l'implication des jeunes dans le processus électoral? Pour moi, il faut que les jeunes s'enrôlent. C'est mon point de vue et je ne discuterai pas là-dessus. On ne peut pas accepter que d'autres choisissent pour nous. Le fait de s'enrôler veut dire j'ai ma voix, je m'exprime, je choisis. Maintenant, chacun est libre de choisir en fonction de ses intérêts. Mais n'oubliez pas, le fait que vous élisez un président veut dire que cette personne s'occupera de vous pendant les 5 prochaines années à venir. Donc faites attention au choix et faites tout pour vous enrôler et faites tout encore pour vous montrer à vous-même que vous avez la possibilité de faire un choix au niveau de la gestion de votre pays. Ça s'applaudit, amis jeunes. Nous sommes dans la commune du Plateau et vous suivez Expression Jeune Vacances sur RTI2. Public, comment jugez-vous l'implication des jeunes dans le processus électoral en Côte d'Ivoire? On l'a dit, sur 3 millions de nouveaux électeurs attendus, seulement 306 000 se sont enrôlés. Comment expliquez-vous cela? Nous ne sommes pas obligés d'attendre dans l'année électorale pour faire la révision de la liste électorale. La révision doit pouvoir se faire chaque année. Naturellement, le jeune qui a déjà atteint la majorité peut se rendre dans un centre d'état civil où, par exemple, il y a une commission qui est chargée aussi de l'enrôlement. Il se fait enrôler directement. Je pense que c'est quelque chose qui peut permettre à ce que beaucoup de jeunes puissent se retrouver sur le listing électoral. Merci beaucoup. Ça peut s'applaudir déjà pour sa contribution. Une autre réaction dans le public? Oui, monsieur. La jeunesse de la Côte d'Ivoire est un peu, comme on peut le dire, est fatiguée. Fatiguée de quoi? Fatiguée parce que exploitée par les politiciens lors des échéances politiques et après laissés pour compte. Aussi les nouveaux, depuis 1995, on assiste à des boycotts en 2000 et aussi crise post-électorale qu'on l'a vu en 2010. Et quand on dit élection, on voit la violence autour et ça mène la peur dans le cœur des Ivoiriens et des jeunes aussi. Et voilà pourquoi certains Ivoiriens ont décidé comme ça, de ne pas s'y intéresser. Une autre réaction dans le public? Les jeunes âgés de 15 à 35 ans représentent ou encore comptent pour un tiers des populations de l'Afrique. Mais le constat est que leur influence sur la politique nationale reste limitée. Les jeunes sont de moins en moins impliqués. Naturellement, à mon sens, j'estime que c'est ce sentiment d'exclusion-là qui incite naturellement les jeunes à trouver des solutions alternatives d'exprimer leur mécontentement, d'où les désintérêt, n'est-ce pas, à participer au processus électoral. Ça peut s'applaudir. Une dernière réaction dans le public? Pour moi, les jeunes ne s'intéressent pas au processus électoral et ne s'inscrivent pas sur la liste électorale parce que le mécanisme qui est mis en place est un peu compliqué. Et nous constatons depuis lors que lorsqu'on annonce le processus électoral, il y a un temps qui est donné pour l'enrôlement. Souvent, le plus récent, le temps était de 2 semaines d'abord et ça a été prolongé jusqu'à 1 mois. Et il y a des questions. Les gens ont envie de vaquer à leurs occupations et ils viennent perdre assez de temps pour pouvoir s'enrôler. L'évolution des jeunes au sein des partis politiques, voici notre thématique du jour.
En Côte d'Ivoire, il existe plus de 130 groupements politiques et il ne se passe guère de jours sans nous apporter de nouvelles attestant le rôle important de la jeunesse au sein des partis politiques. La commune de Koumassi regorge plusieurs jeunes regroupés au sein des différentes sections de base des partis politiques. Quelle est donc la situation des jeunes au sein des partis politiques en Côte d'Ivoire? Comment franchir le pas de simples militants de base à leaders politiques? L'évolution des jeunes au sein des partis politiques, voici notre thématique. Amis jeunes, bonsoir et bienvenue à Expression Jeunes Vacances sur RTI de Nous sommes bel et bien dans la commune de Koumassi. Dans cette émission, nous aurons la carte postale de la commune qui nous accueille, ensuite le micro-trottoir et la success story. Tout de suite, voici la carte postale de la commune de Koumassi. Situé dans la partie sud, Koumassi s'étend sur une superficie de 8,74 km². Koumassi est une déformation de Koumansi qui signifie en langue akan derrière le trou. L'occupation de cette terre a débuté en 1952 avec la communauté Adjoukrou. Limitée au nord par la commune de Makori, au sud celle de Port-Boué, à l'est pratiquement la lagune Ébrié, Koumassi est une presqu'île avec une belle façade lagunaire. Au total, 14 quartiers avec une population cosmopolite de 433 139 habitants, dont 57% de jeunes. Koumassi bénéficie en ce moment d'une cure de jouvence à l'actif de l'équipe municipale dirigée par Cissé Ibrahim Bakongo qui entend imprimer sa marque à la commune. Koumassi autrement, c'est possible. Un plan Marshall mis en œuvre par ce bâtisseur renommé afin de sortir Koumassi de sa précarité légendaire et de son enclavement à n'en point finir. À ce jour, la majorité des infrastructures, grands espaces et voies principales sont en chantier. À la clé, le grand carrefour de Koumassi d'alors, aujourd'hui une fierté rebaptisée à Justice, place de l'Espérance. Koumassi dispose d'une zone industrielle d'environ 8 hectares en plein essor et d'une gare moderne pour le transport intercommunal. 7 marchés et des zones d'activité thématiques. Nous avons entre autres la Bourse du Bois, le parc Affaires, l'espace librairie mode beauté et le marché aux bonnes affaires, dédié essentiellement à la friperie. Pour l'instant, Koumassi peut se frotter les mains avec 4 commissariats de police, un district Koumassi Port-Boué, un escadron de gendarmerie, une compagnie régionale de gendarmerie au sein du camp commando, une brigade de gendarmerie. Au plan sanitaire, Koumassi compte un hôpital général et 9 centres de santé. Au niveau éducation et formation, la commune de Koumassi n'est pas moins nantie. 4 lycées et collèges publics remis à neuf et de nombreux établissements privés. 92 écoles primaires et préscolaires publiques. Koumassi dispose de centres professionnels de métiers dans les domaines du bois, du bâtiment, de la mécanique et de l'horlogerie. La réhabilitation des espaces de jeux et de détente pouvant abriter des manifestations et compétitions sportives est en cours dans les différents quartiers. Avec l'arrivée de l'actuelle équipe à la tête de la commune, Bakongo, le bâtisseur de Koumassi moderne. Ici à la place de l'Espérance, qui se trouve à l'intersection du boulevard Valéry Giscard d'Estaing et du boulevard du 7 décembre. Pour nous, c'est un symbole. C'est une place symbole pour la commune de Koumassi, parce qu'à l'avènement du ministre Cissé Bakongo à la tête de la commune de Koumassi, cette place ici, actuelle, présentait un tableau très sombre. C'était un endroit de non-droit. Il y avait une gare de taxi Woro qui était localisée ici. Et à cet espace, c'était des trafics de tout genre. Lorsque nous sommes arrivés, le maire a commencé à déployer son programme d'activité et il était question pour lui de donner de l'espoir aux habitants de la commune de Koumassi et leur prouver que Koumassi pouvait être géré autrement. Vous l'avez compris, nous sommes bel et bien dans la commune de Koumassi et notre thématique du jour, l'évolution des jeunes au sein des partis politiques. Pour en parler, notre invité est entrepreneur, auteur et enseignant à Paris. On l'applaudit très très fort. Recevons ensemble M. Ibrahima Théo Lam qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir M. Théo. Bonsoir. On se salue. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Théo Lam, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Serge. Alors, quelle lecture faites-vous du rôle des jeunes au sein des partis politiques? Je voudrais, avant de commencer, saluer les jeunes de Koumassi pour leur engagement. Vous remercier aussi de m'avoir invité.
Par contre, il est important de signaler quand même que la Côte d'Ivoire est un pays de référence au niveau de l'Afrique. C'est vrai que plusieurs choses se sont passées au niveau de l'environnement, mais sachez que vous avez une nation fantastique qui se relève à chaque coup. Et pour moi, c'est une forme de bénédiction que le Seigneur vous a octroyée. Engagez-vous encore, ça pourrait éventuellement donner plus de résultats. Au niveau de la lecture que j'en fais, d'une manière générale, je voudrais juste introduire à travers l'Afrique. Nous avons plusieurs jeunes qui s'engagent, mais on ne les voit pas forcément dans les postes à responsabilité. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces différentes situations? J'espère qu'on aura l'opportunité d'en débattre. Mais un seul point quand même qui mérite d'être soulevé, la balle est renvoyée de part et d'autre par rapport à la lecture que nous avons aujourd'hui. Tantôt, on dit que ce sont les jeunes qui n'ont pas l'étoffe, la carrure et le profil qu'il faut pour intégrer les grandes positions au niveau de l'État. Tantôt aussi, on dit que ce sont les adultes qui nous ont devancés, qui occupent les grandes places. Donc finalement, nous n'avons pas cette perspective d'évoluer. C'est ce que je voulais proposer en premier lieu comme lecture. Ça peut s'applaudir, amis jeunes. Alors, M. Lam, est-ce qu'il y a un profil de progression pour nos jeunes au sein des différents partis politiques en général? Pour ma part, je ne pense pas. Un profil, ça n'existe pas au niveau politique. C'est comme vous vous engagez pour être entrepreneur, vous vous engagez pour être enseignant. Il y a des différents éléments que vous devez regrouper pour y arriver. Mais la première chose que je peux constater au niveau des jeunes lorsqu'ils s'engagent en politique, ils ne prennent pas le temps de la préparation qu'il faut. Et si on ne se prépare pas, on ne peut pas gravir les marches qui nous suivent. Et pour moi, pour mon expérience personnelle, qui n'est pas liée à une expérience politique, c'est une expérience de professionnel, il est important qu'on s'adosse à une situation d'étape par étape pour pouvoir y arriver. C'est vrai qu'on peut se renvoyer la balle de part et d'autre, comme j'ai dit tout à l'heure, mais tant que nous ne prenons pas les choses en main avec une vraie stratégie de positionnement, il sera très difficile de voir les jeunes, à l'instar des d'autres pays, arriver à un niveau très élevé. Comme par exemple, au niveau de la Finlande, la Première ministre, elle a 34 ans. Dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres pays d'Asie, on assiste à des jeunes qui dirigent des gouvernements qui sont à un niveau très élevé. Nous pouvons le faire, mais avec un contenu bien précis. Je voudrais, avec ta permission, me tourner vers mon public. Qu'est-ce qui vous pousse à adhérer à un parti politique? Que recherchez-vous dans un parti politique, amis jeunes? S'engager dans un parti politique, c'est d'abord feuilleter les pages de l'idéologie politique de ce parti-là. C'est savoir à quoi aspire ce parti. Ensuite, le deuxième élément, c'est un élément, une aspiration personnelle, bien entendu. Quand on adhère à un parti politique, on fait des choses et d'autres qui sont en réalité comme, qui peuvent être considérées comme un investissement. Et donc, quand on investit de son temps, de son intelligence et de tout ce qu'on sait et de son énergie, bien entendu, en retour, on attend un retour sur l'investissement. C'est ce qui vient maintenant à ce qu'on pourrait appeler le bien-être individuel. Voilà le deuxième élément à quoi je m'attends quand je m'engage dans un parti politique. Merci beaucoup. Merci. Une autre réaction dans le public? Quand je m'engage dans un parti politique, c'est le changement de vie de mon quartier d'abord, surtout des jeunes de mon quartier en termes de projet. On peut l'applaudir très très fort. Une dernière réaction. Je ne suis pas militant d'un parti politique, mais si d'aventure je devais adhérer à un parti politique, il y a des critères que je vais regarder quand même avant de pouvoir m'engager dans ce parti-là. Le premier critère, c'est l'idéologie que prône ce parti, comme l'a dit le frère. Est-ce que cette idéologie messienne, est-ce qu'elle est en accord ou en convergence avec mes convictions? Après, il y a le projet de société que ce parti-là vend aux populations. Est-ce que ce projet de société, il est basé sur une justice sociale? Est-ce qu'il permet l'inclusivité de toutes les populations? Est-ce que tout le monde est pris en compte? Ou bien c'est un parti qui s'appuie sur des bases claniques pour fonctionner? À côté de cela, il y a ce qui est plus important, c'est les moyens et les méthodes de ce parti. Si j'en face de moi un parti qui est abonné à des coups d'État, qui veut utiliser, ou bien qui prétend utiliser, mais qui utilise les moyens antidémocratiques pour accéder au pouvoir, et que cela ne cadre pas avec mes principes, je ne vais pas adhérer à ce parti. Donc, tout homme a des principes. En fait, il faut que les principes de ce parti puissent cadrer avec mes principes personnels avant que je puisse adhérer. Alors, comment doit se faire la transition des postes politiques? Alors aujourd'hui, par rapport à notre configuration en Afrique, il est extrêmement difficile de faire la transition. Maintenant, ce qui est important de signaler aussi, les jeunes constituent tellement une force, ils peuvent tout de suite déplacer des montagnes. Les jeunes peuvent s'organiser en 48 heures pour rassembler 100 000 personnes dans une communauté bien déterminée.
Les jeunes ont accès à des médias influents. Les jeunes ont eu la chance d'avoir développé des parcours informels qui peuvent être utilisés dans le cadre de leur accession au pouvoir. Donc, pour ma part, ce qu'il faut faire, mobilisez-vous en force vive et réclamez ce qui est de droit. Parce que si vous attendez qu'on vous donne le pouvoir, vous n'allez jamais l'exercer. Pour y arriver, il faut se préparer en force et vous y allez. Et dans ce cas de figure, je vous donnerai les 3 éléments de la devise de la Côte d'Ivoire. Union. Ça, c'est un premier élément qui est fondamental. Discipline, travail. Et dans l'union, on est en train de développer un itinéraire pour que tout le monde se joigne à un idéal. Et dans la discipline, il faut respecter les lois et faire de sorte que le pays progresse avec une situation réglementaire bien définie. Et dans la 3e partie de la devise, le travail, il faut qu'on se lève, comme les jeunes du secteur informel qui se battent tous les jours pour assurer leurs arrières. Ça peut s'applaudir. Je voudrais me tourner vers vous pour la seconde fois, amis jeunes. Que pensez-vous de l'évolution des jeunes au sein des partis politiques? Oui, on a une réaction juste derrière. Avant de répondre à vos questions, j'aimerais ramener quelque part une question à l'invité, avec votre permission. Il ne serait pas long. Tout à l'heure, dans son discours, j'aimerais lui demander l'engagement et la capacité de mobilisation. N'est-il pas un critère de recrutement au niveau des partis politiques? Ça, c'était ma question. Maintenant, revenons à l'élément même, le jeune qui est dans le parti politique. Après avoir milité, de par le projet de société que tu as épousé, de par le développement que tu veux pour ton quartier ou peut-être pour ta commune, une fois à l'intérieur, ça dépend quelque part de l'orientation. Du coup, souvent, dans le parti politique, souvent, tu peux être déboussolé. Ou souvent, il y a un problème de leadership. Et surtout, c'est le problème de leadership qui décourage beaucoup de jeunes au niveau des partis politiques. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. On peut l'applaudir très très fort. Une autre réaction juste à côté. Pour ma part, il faut dire que l'évolution des jeunes dans les différents partis politiques se fait par affinité ou encore par relation. Vous avez dit par affinité. Par affinité. Oui, d'accord, oui. Allez-y, expliquez-vous. Je m'explique en disant que, parce que pour ma petite expérience, je connais beaucoup de jeunes compétents, dévoués au sein des différents partis, mais jusqu'à présent, je pense qu'ils n'ont pas assez de postes de responsabilité dans le parti. Le moment opportun, on les fait croire qu'il y a des personnes encore plus qualifiées à ces postes. Donc je me dis aujourd'hui, en termes d'évolution des jeunes en Côte d'Ivoire, vraiment, ce n'est pas ce qu'on voit, contrairement dans les pays développés comme l'Occident et l'Amérique. Ici, ce n'est pas affinité, c'est ce que je pense. D'accord, ça peut s'applaudir déjà pour sa contribution. Malgré que les jeunes représentent un peu plus de 50% de la population, autour de 70%, je constate que la représentation des jeunes dans la sphère politique n'est pas tout à fait ce que nous avons souhaité. Il faudrait donc faire remarquer que cette évolution est très lente, certainement due donc, à notre capacité d'oser ou à un manque de formation. J'ai juste aussi donc, constaté également cette difficulté de certains aînés donc, à procéder au renouvellement générationnel de cette classe politique. Et comme l'invité nous l'a dit tout à l'heure, tout est basé, et non pas, je ne rejoins pas mon ami qui est intervenu tout à l'heure, tout ne se résume pas... Parler d'affinité. Voilà, tout ne se résume pas par l'affinité, mais il faudrait oser, il faudrait travailler, il faudrait donc suivre quand même pour adhérer à un parti politique, il y a une vision. Tant que vous êtes en union dans cette vision, vous pouvez donc montrer votre capacité à mobiliser ces forces de la société civile et les forces politiques à la disposition donc, de ce parti. Forcément, le leader verra en vous celui qui peut donc accompagner donc, ce processus pour le bonheur donc, de ce parti politique. Donc si j'ai bien compris, tout dépend de votre engagement et il y a forcément des places à gagner au sein du parti. Ça peut s'applaudir. Merci de votre contribution, on peut s'applaudir très très fort. Nous avons essayé de poser cette même question à quelques jeunes rencontrés dans les rues de la commune de Koumassi. Voici notre micro-trottoir. Regardez.
Les jeunes dans les partis politiques, c'est très normal et très important pour un pays. Car la jeunesse est l'affaire de relance d'un pays. Quand les jeunes s'engagent dans la politique, c'est pour assurer la relève des anciens. Si les jeunes ne sont pas bien formés, le pays n'ira pas bien dans l'avenir. Actuellement, toutes les partis politiques se basent sur la jeunesse pour véhiculer leurs informations. Je pense qu'ils ont une très grande place au sein des partis politiques. Moi, personnellement, je ne vois pas vraiment l'évolution des jeunes dans les partis politiques, en Côte d'Ivoire surtout. J'ai l'impression qu'on fait plus l'apologie des vieux. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec des candidats de 86 ans et puis on n'arrive pas à former des leaders de demain. C'est pourquoi chaque fois moi-même je me plains de cela. Et puis quand vous regardez les cumuls de postes, quelqu'un il est ministre, il est député, il est président du conseil régional, il est président du Sénat. Bon, je pense que si on faisait l'apologie des jeunes dans ces différents partis politiques, on aurait assez d'élus bien jeunes. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les jeunes au niveau de l'Assemblée nationale ou dans les mairies, vraiment rares sont ceux qui ont moins de 40 ans. Et tous sont au-delà de 50, 60 et ainsi de suite. Bon, donc, en tout cas, moi, c'est mon avis. Je constate que la jeunesse n'est pas impliquée dans les partis politiques. Parce que si la jeunesse était impliquée dans les partis politiques, de nos jours, nous n'aurions pas de difficulté à trouver peut-être un emploi ou à s'insérer dans la société. Les jeunes ne veulent pas apprendre la politique. Mais quand pour eux, quand le moment de la politique arrive, pour un leader qui arrive soit à Koumassi, les jeunes peuvent te dire, nous sommes jeunes organisés, nous on peut mieux faire la politique. Or, ils n'ont pas appris. En réalité, ils n'ont pas appris. Eux, c'est l'intérêt du jour et du moment. Que pensez-vous de l'implication des jeunes dans le processus électoral? Nous avons posé la même question à quelques jeunes rencontrés dans les rues de la commune du Plateau. Voici notre micro-trottoir. Regardez. Vous voyez par exemple les jeunes qui ne participent pas, ça dépend aussi de leurs conditions de vie. Si par exemple il y a un taux de chômage beaucoup développé, ou bien il y a aussi par exemple des élèves qui ne font pas l'école, qui cherchent à travailler, qui ne trouvent pas aussi des emplois et qui n'arrivent pas à trouver la satisfaction au niveau même de leur propre pays. Je pense que les jeunes s'impliquent énormément dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple, pendant le recensement pour la liste, pour faire sortir la liste électorale, il y a eu certains jeunes qui sont allés dans notre école pour nous sensibiliser d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Parce que de nos jours, les jeunes de maintenant ont le droit de, à partir d'un certain âge où tu es maintenant majeur, tu rentres maintenant dans la classe des majeurs, tu dois forcément t'inscrire sur la liste électorale, tu dois donner ton avis. J'ai choisi ton candidat, celui que tu veux, mais dans l'anonymat en tout cas. C'est ma première fois de m'inscrire sur la liste électorale. Moi en tout cas je suis engagé. Mais j'ai plusieurs de mes amis qui disent qu'eux ils ne s'intéressent pas à ça. Voilà, ils font ça peut-être pour avoir les papiers, les cartes, mais bon, pour aller voter, vraiment ils ne sont pas intéressés. Les jeunes s'impliquaient, mais c'est plus comme avant. Parce que à chaque fois que les élections approchent, nous avons peur. Donc c'est plus trop comme avant, tout comme moi aussi. Je ne m'implique pas. Pour cette échéance électorale qui arrive, la jeunesse ivoirienne s'est impliquée et s'implique véritablement dans ce processus électoral. On a tous vu lors des échéances d'enrôlement, les jeunes se sont enrôlés massivement. Je pense que c'est quand même positif qu'il faut prendre en compte. Et on souhaite que vraiment ces échéances se passent dans de meilleures conditions. Pour ma part, ils ne sont pas véritablement impliqués, peut-être par peur de faire un mauvais choix sur un candidat quelconque, ou bien je ne sais pour telle autre chose. Mais je ne sens pas vraiment l'implication des jeunes dans ce processus électoral.
Vous venez de suivre notre micro-trottoir. Nous sommes dans la commune du Plateau, amis jeunes. La thématique de ce jour, les jeunes et le processus électoral. Alors, monsieur Théo Lam, quel est l'impact du manque d'intérêt des jeunes sur le processus électoral en Côte d'Ivoire? Quelle que soit l'analyse que nous faisons, c'est difficile. Maintenant, moi, à travers cette question, je voudrais juste dire qu'on ne peut pas se justifier sur le fait qu'il y a un mécanisme ou des conditions qui sont défavorables, qui font que nous ne pouvons pas nous impliquer. Pour ce faire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit des jeunes capables de proposer des alternatives? Par exemple, je vois qu'aujourd'hui, pour m'inscrire, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, j'ai mis 3 heures de temps, mais c'est une occasion pour moi de prendre ma plume, de m'exprimer à travers un article, de proposer une autre alternative, ou bien de proposer au niveau des autorités des choix qui vont permettre d'améliorer ce qui existe. Mais si on croise les bras, on ne fait rien, on sera des personnes qui seront utilisées comme des marionnettes dans le processus, on ne signifiera absolument rien. Donc il est temps qu'on prenne les devants. Mais prendre les devants ne veut pas dire manifester et faire face à des affrontements ni à des violences. C'est manifester de façon intellectuelle et de façon intelligente. Justement, ça m'amène à vous poser la question. Votre avis sur les marches de protestation, les casses en période électorale en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région? Alors, moi, je vais vous donner ma question, mais permettez-moi de prendre mon exemple personnel. En 2012, à Paris, nous sommes des jeunes regroupés au sein d'un mouvement pour faire partir notre ancien président Abdoulaye Wade. Moi, je faisais partie des jeunes, mais j'avais posé une seule condition. Si je dois marcher, je dois avoir tous les enfants dont leurs papas ont déjà dirigé le pays, les enfants dont leurs papas sont dans les positions pour réclamer le pays. Mais je ne vais pas être dans une marche où je ne vois pas le fils du principal candidat qui veut briguer la magistrature suprême, je ne vois pas les fils des ministres, je ne vois pas les fils des députés, et moi je me mets au devant de la scène, je ne le ferai jamais. En 2012, c'est ce que j'ai répondu. Et j'ai eu raison. Finalement, ce que j'ai fait, j'ai contribué en fonction de mon niveau, j'ai contribué aussi sur d'autres aspects dont je me tairai, et je me suis permis de faire partie des personnes qui ont fait avancer la cause. La marche, je ne la ferai pas, parce que si je meurs, c'est ma famille qui perdra. Si je meurs, c'est ma communauté qui perdra. J'ai d'autres expressions qui sont volontaristes, qui vont me permettre de poser des actes concrets pour contribuer à l'enrichissement de l'espace politique. Disons aussi à l'enrichissement de l'espace électoral. Donc, la marche, si vous voulez, allez-y, mais moi, je le déconseille vivement. On peut trouver nos solutions à travers nos intelligences vives. Ça peut s'applaudir. Est-ce que les marches sont importantes? Je ne vois pas l'importance parce que ça va se solder avec des dégâts humains assez importants. Et dans les dégâts humains, on ne compte jamais les fils des autorités. On compte les fils des personnes qui n'ont pas les moyens. On les mobilise très souvent, on les manipule, on leur demande de sortir dans les rues. Il faut que ça cesse. La paix doit être l'élément qui règne au niveau de la Côte d'Ivoire, qui constitue, comme je l'ai dit tantôt, un pays de référence. Vous avez la chance que vous avez eue. Il faut vous concentrer là-dessus et bâtir ce qui reste à venir. En 10 ans, vous avez eu des éléments drastiques qui se sont présentés au niveau de votre économie et vous avez repris votre place de premier pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, quand même, c'est une charme, c'est un privilège, c'est une opportunité. Allez-y, arrêtez de marcher, travaillez ensemble, main dans la main, et allez-y, prônez pour le changement avec des réflexions qui peuvent donner à votre pays un confort. Ça peut s'applaudir très très fort au public. Je voudrais me tourner vers vous, docteur Kofi Epiphane. Dites-moi, le fait que les jeunes refusent de participer au processus électoral, il y a forcément des conséquences, non? En Côte d'Ivoire particulièrement, les gens ne suivent pas l'idéologie des partis politiques ou l'idéologie des politiques, mais on suit plutôt l'homme. Et ça, c'est un grand problème. Et depuis le temps, c'est ce qui a toujours été. Mais en ce qui concerne la participation massive de ces jeunes-là, il y a ce qu'on appelle l'engagement et la formation. Tout part de là. Si les jeunes ont des convictions, il n'y a pas de problème. Lorsque nos convictions sont tronquées, en ce moment-là, il y a des conséquences, mais à notre niveau nous-mêmes. Mais lorsque nous sommes sûrs de nos convictions, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça va plutôt permettre à la classe politique ou aux politiques eux-mêmes de prendre conscience que les jeunes sont passés de l'étape où on est arrivé à les instrumentaliser à une autre étape où ils sont motivés eux-mêmes.
Une autre réaction? J'aimerais me prononcer sur l'implication des jeunes par rapport au processus électoral. En fait, à l'entame de ses propos, M. Lam a dit que les jeunes s'impliquent malheureusement en politique avec leurs muscles plutôt que de le faire avec leur intellect. Et je pense bien que c'est de là que part tout le problème. Les jeunes y vont avec leurs muscles. Les jeunes s'impliquent. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que les jeunes ne s'impliquent pas. Ah d'accord, donc les avis changent. Donc pour vous, les jeunes s'impliquent. Parce que si ces derniers ne s'impliquaient pas, ils n'allaient pas être ceux qui sont dehors en train de marcher, sur les réseaux sociaux en train de parler. On ne peut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à quelque chose lorsque chaque fois on en parle. Parce que ceux dont on parle, les personnes dont on parle chaque fois dans nos causeries, ce ne sont pas des footballeurs, ce ne sont pas des acteurs. On sait qui sont ces personnes-là. Donc, du coup, on s'intéresse à la chose. Mais le problème est qu'il y a une ignorance, une carence qui fait que le jeune, aujourd'hui, a une mauvaise image. Il a une mauvaise information de la chose. Donc, même en étant en train de faire, il ne sait pas qu'il est en train de faire. Et il fait la chose mal. Alors, si on veut aujourd'hui ramener le jeune sur la bonne voie, tout part de la formation, de l'information. On doit revoir l'information qu'on donne par rapport à la politique. Moi, je pense que c'est de là que part le problème, l'information. Merci beaucoup. Ça peut s'applaudir très très fort. Comment franchir le pas des militants des bases à leader politique? Alors, tout à l'heure... Ça ne doit pas être facile. Hein? Ah, mais ce n'est pas facile du tout, parce que la vie est problématique déjà. Tous les jours, on doit se lever pour se battre, pour y arriver. Donc, en se fixant les mêmes orientations de sa vie, si on l'adosse à un critère politique, on peut se préparer, y aller sans difficulté. En tout cas, si on est engagé et si on ose franchir les étapes. Permettez-moi de présenter mon cas. 40 ans, certes, une vie très intéressante et surtout si on a eu la chance de séjourner dans plusieurs pays d'Afrique, vous avez vu beaucoup de choses. Mais aussi, j'ai toujours gardé cet esprit de vouloir contribuer sans pour autant passer par la partie politique. Quand je dis la partie, c'est vraiment au féminin, je fais allusion à un groupe. Et pourtant, la politique m'intéresse parce qu'en fait, je ne veux pas rester inactif par rapport à tout ce qui se passe dans nos pays. Mais par contre, ce qui est important de partager avec vous, malgré que ça m'intéresse, je fais très attention, étape par étape, pas à pas, lorsque je serai prêt, je verrai quel parti correspondra à mes orientations et pourquoi pas créer ce parti politique pour m'exceller dans ce que je veux pour mon pays. Maintenant, revenons à la question. Je n'ai pas donné cet exemple pour inciter les personnes à me suivre. Chacun a le droit de faire comme il veut en matière d'orientation politique. Mais il est important, quand vous vous engagez en un groupe, de vous créer vos propres bases pour pouvoir résister au choc. Parce que la politique est un monde extrêmement chaotique, est un monde aussi difficile, impitoyable, pour vous emprunter le mot que vous m'avez proposé. Donc si on ne se prépare pas, on risque de ne pas atteindre nos ambitions. Maintenant, pour finir, c'est vrai qu'on en parle régulièrement, cette façon de faire la politique, et surtout en Afrique, mais est-ce que c'est le choix que nous devons suivre? Est-ce que c'est l'itinéraire de référence? Est-ce que c'est le chemin à privilégier? Pour ma part, non. Il est important, quand on s'adapte à une règle, de définir des vrais principes qui vont nous permettre de rester ou de continuer le chemin. Alors, dites-moi, au sein d'un parti politique, est-ce qu'un jeune doit avoir un modèle? Alors, moi, personnellement, il est très difficile qu'on me parle de modèle parce que ce qu'on voit et ce qui se passe dans la réalité n'incite pas les jeunes à avoir des modèles sûrs. Ce qui est important au niveau des modèles, c'est quelles valeurs choisir des différentes personnes qui composent ma communauté pour exceller. Et souvent, ce que je recommande, c'est de prendre des valeurs de nos ancêtres. Eux, ils ont réussi à s'intégrer dans tous les mouvements avec des valeurs de vergogne, de persévérance, de résilience et d'utilité à la communauté. Ça m'amène à me tourner vers vous, amis jeunes. Alors, vous, dans votre cas, que feriez-vous? Vous démissionnez ou vous restez? Un leader, c'est celui qui rêve beaucoup. Mais le bon leader, c'est celui qui sait transformer ce rêve-là en réalité. Vous voyez, j'arrive dans un parti politique,
sachant que les idéaux de ce parti politique-là m'intéressent beaucoup. Et après, je me rends compte que... Quelques années après, ça change. Ça change. Moi, en tant que leader, je ne sais pas fuir. Le leader, c'est celui qui sait transformer ses rêves en réalité. Je suis venu avec un rêve et je vais travailler d'arrache-pied. Je vais mettre toutes les stratégies qu'il faut pour pouvoir faire de sorte à ce que cette idéologie politique que j'avais au départ là reste et demeure. Ça s'applaudit très très fort. Une autre réaction dans le public. Oui, monsieur. Ça dépend de la position que le jeune a dans son parti politique. Je précise que je ne suis pas d'un groupement politique, mais si ce cas arrivait, le militant de base ne pouvant pas changer l'idéologie de son parti, mais à la base, il démissionne. Maintenant, quand tu es dans une instance de décision, là, tu persistes, tu restes, et à la longue, ton point de vue peut changer les donnes. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes militant de base, vous n'êtes pas dans le cercle de décision, donc vous ne pouvez rien changer. Donc, pour vous, si les idéaux changent, autant démissionner. Démissionner, voilà. D'accord. Ça peut s'applaudir, c'est son avis. Juste derrière vous, on a une autre réaction. Pour ma part, pour dire ça dépend. Et en Afrique, c'est très difficile de démissionner, compte tenu des postes où tu occupes. Ici, lorsque le premier responsable décide, tout le monde suit. 90% suit. Si tu ne suis pas, tu deviens le premier ennemi du parti. Soit tu es avec nous, ou soit tu es contre nous. Dans 90%, on ne démissionne pas. Tout le monde reste. Maintenant, quand tu vois que tu n'as plus d'intérêt dans le parti, c'est là que tu décides de partir. Sinon, je pense que quand le premier responsable décide, tout le monde suit. On va aller juste derrière. On a une dame qui est là qui veut se prononcer. Pour ma part, je vais démissionner parce qu'en voulant apporter, comme on appelle, des défis à la chose, on trouve ça va susciter beaucoup de critiques. Comme quoi tu ne vas pas refaire le monde, voilà. Donc moi, je préfère démissionner parce que, comme on le dit aujourd'hui, les gens adhèrent, pas parce qu'ils ont une vision, mais parce que, comme on le dit dans notre jargon, parce qu'il y a mangement, comme on le dit. Même s'il y a la médiocrité, ils vont vouloir, comme on a persisté dans la chose. Donc moi, pour ma part, je vais démissionner. Ça peut s'applaudir. Je retiens le terme mangement. Alors, qui voudrait me parler aussi de mangement? D'accord, juste derrière. Oui, le monsieur voudrait me parler aussi de mangement. Moi, je préfère partir parce que ce qui m'a amené à intégrer le parti, ce sont les idéaux, c'est la vision du parti. Et à un moment donné du parcours, si je me rends compte que la vision a changé, je préfère démissionner parce qu'un leader aussi, c'est ça. Un leader charismatique, c'est celui qui sait dire non au moment opportun. Même s'il y a mangement? Même s'il y a mangement, il faut toujours rester avec ses convictions. Ça peut s'applaudir très très fort. Arsène. Je prends l'exemple du Premier ministre, un Premier ministre qui a démissionné. Et il est arrivé, il a trouvé un système. Et il a combattu pour changer. Le pays était tellement gangréné par la corruption. Il a rendu sa démission parce qu'il s'est rendu compte dans son allocution pour dire qu'il se rend compte que c'est tellement raciné qu'il ne peut pas changer les choses. Il préfère partir. Et là, quand il va dans cette partie, quand il va comme ça, tu es en pole position pour te présenter pour des élections futures. Parce qu'on sait que tu es venu, tu as combattu un système et parce que les choses étaient enracinées, parce que les gens sont sur leur position, ça n'a pas pu changer, parce que ton idéologie ne cadre plus avec ça, tu vas et tu proposes quelque chose de nouveau aux populations. Et quand c'est comme ça, tu es en pole position pour être un bon dirigeant. Je vais me tourner vers vous, amis jeunes. En général, lorsqu'on a un modèle de réussite en face de nous, on veut comprendre un peu son expérience, on veut comprendre son parcours. Il y a forcément des questions. On va prendre 2 réactions dans le public. C'est des mots de félicitations et d'encouragement. Une autre réaction dans le public. Je voulais savoir quel genre de difficultés qu'elle a rencontrées sur son chemin pour arriver là où elle est aujourd'hui. D'accord. C'est la question de Julie Gosset. J'aimerais dire que j'ai eu quelques difficultés parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'institution qui s'occupe de tout ce qui est dossier administratif actuellement, qui est le CPC. Au départ, c'était très difficile de pouvoir avoir des documents dans les délais que tu voulais. Aujourd'hui, vous employez combien de personnes? Une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes, oui. D'accord. 5 personnes à plein temps et 5 autres personnes en freelance. D'accord, et tout se passe bien? Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Vous êtes un modèle pour la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Vous allez regarder la caméra juste en face et forcément vous avez un message à l'endroit de cette jeunesse qui vous regarde sur RTI 2. Allez-y. Je vous remercie. Moi, je voudrais dire à tout jeune, créer une entreprise. Si vous savez que cette entreprise que vous créez est une solution à un problème donné, je vous demande d'y aller. Investissez-vous,
soyez très rigoureux, parce que c'est un peu ça ce qui est dommage chez les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire quand ils réussissent à mettre quelque chose sur place, ils ne sont vraiment pas organisés, ils ne sont pas rigoureux, ils ne cherchent pas à développer vraiment le domaine dans lequel ils sont. C'est-à-dire ils s'asseyent un peu sur les acquis. Or, en entrepreneuriat, il faut toujours apprendre, il faut toujours chercher à innover, il faut toujours chercher à apporter un plus. Mécanicien à la base, autodidacte et qui s'intéressait donc au génie civil et qui a investi, qui est spécialisé dans la construction des centres commerciaux et des restaurants. Vous avez forcément une question à poser à notre ami Kodiané Yves Marcel. Oui, cher ami. La question que j'aimerais poser au monsieur, c'est quel conseil peux-tu donner à nous autres jeunes qui aimeront emprunter la voie de l'entrepreneuriat et quelle était sa force pour vaincre ces difficultés? Oh, merci bien pour la question. Les difficultés, il y en a toujours un. Et comme monsieur Lam l'a dit, il faut avoir de la passion. Si vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas de réussite. Il faut avoir des rêves. Il faut rêver pour pouvoir réussir. Beaucoup d'humilité aussi pour apprendre auprès de ceux qui savent, auprès des sachants. Et vous réussirez. Comment vous vous êtes donc arrangé à avoir tous ces financements ou bien à asseoir donc toute cette politique de réussite aujourd'hui? Mais les difficultés que nous rencontrons, c'est que l'État ne nous aide pas, les banques non plus. Et vous allez adresser votre message à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Regardez la caméra en face. Le message essentiel que je veux adresser à la jeunesse ivoirienne, c'est ce message ci-après. Il faudrait que la jeunesse s'éloigne de la facilité. Parce que ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que les jeunes Ivoiriens, en Afrique surtout, puisque je sors un peu du pays, se sont laissés aller à la facilité. Ils veulent tout avoir sans souffrir. Donc je les demande de se réveiller. La jeunesse africaine doit se réveiller. La jeunesse ivoirienne doit se réveiller, se mettre au travail pour aller de l'avant. Accepter d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à l'école qu'on a tout perdu. Même si vous n'avez pas réussi à l'école, la vie vous tend la main. Il y a encore la chance de réussir dans la vie. Acceptez d'apprendre. Même si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, acceptez d'apprendre auprès de ceux qui savent. On ne finit jamais d'apprendre. Il n'est jamais trop tard aussi pour apprendre. Merci à la duchesse Fatou Coulibaly qui a réalisé l'émission. Merci à tous les jeunes. Bonne suite des programmes sur RTI2. Bye bye.